Vous me voyez ou vous me voyez pas? Bah, excusez-moi, c'est pas encore très au point. À l'origine, L'Homme invisible est un roman de l'écrivain Herbert George Wells paru en 1897. On y suit les mésaventures d'un scientifique nommé Griffin. Durant ses expériences, il découvre un moyen de rendre les choses invisibles. Finalement, il teste son invention sur lui-même, mais devient invisible de façon permanente, ce qui va l'entraîner vers une spirale de violence et la folie. À sa sortie en librairie, ce roman intrigant a connu un gros succès et a fait beaucoup pour la renommée de H.G. Wells, considéré depuis comme le père de la science-fiction. Ce succès littéraire attire évidemment le cinéma et en 1933, le studio américain Universal acquiert les droits du livre et l'adapte en film avec en vedette Claude Rains, un acteur britannique. Ce rôle lui apportera une certaine notoriété, ce qui est paradoxal quand on y pense puisqu'on ne le voit pas. Si vous vous demandez à quoi il ressemble, le voici avec Humphrey Bogart dans le légendaire Casablanca. Le film rencontre également un beau succès et engendre d'autres films, pas toujours du meilleur goût et très éloignés du roman initial. On va du sérieux à tendance propagandiste avec L'Homme invisible contre la Gestapo en 1942, au plus léger avec La Femme invisible qui met ses jolis bas de soie. Le spectateur de l'époque a sans doute ressenti un petit frisson de sensualité. Citons encore le loufoque Denis Gault contre L'Homme invisible en 1951 avec le duo comique Abbott et Costello, très populaire à l'époque. Et il y aura même des adaptations japonaises, italiennes, allemandes et soviétiques, toutes plus farfelues les unes que les autres. La télévision s'intéresse également aux personnages et en 1958, les Anglais produisent 2 saisons d'une excellente série télé simplement intitulée L'Homme invisible. Elle se compose de 26 épisodes de 30 minutes où on suit les aventures du docteur Peter Brady, un scientifique devenu invisible qui aide le gouvernement à lutter contre des organisations criminelles. Elle bénéficie de très bons effets spéciaux et d'une ironie mordante typiquement britannique. Au début des années 70, l'heure est aux super-héros à la télévision américaine. Il y a bien sûr les dessins animés pour enfants avec le Spider-Man de Stan Lee diffusé dès 1967, mais aussi des séries en live-action avec des acteurs. Basée sur une bande dessinée de la maison DC Comics, la série Shazam rencontre un franc succès sur CBS le samedi matin à partir de 1974. Restée inédite en Europe, elle suit les aventures d'un super-héros costumé, bien avant les films plus récents avec Zachary Levi. Ce succès encourage les chaînes de télé à concevoir d'autres séries de super-héros. C'est ainsi qu'à la fin 1975, les téléspectateurs découvrent sur ABC Wonder Woman, également une adaptation d'une bande dessinée DC Comics, incarnée avec panache par la plantureuse Linda Carter. Mais comme les effets spéciaux sont encore rudimentaires pour l'époque, cela reste trop cher de produire des séries totalement fidèles au BD. Pour contourner le problème, les dirigeants de chaînes et de studios de télévision ont alors une idée simple mais efficace. Créer de nouveaux super-héros dont les aventures seront ancrées dans le quotidien. En parallèle, ils continuent de proposer des séries de super-héros avec super-pouvoirs tant que l'enveloppe budgétaire reste raisonnable. Autant jouer sur les 2 tableaux pour se faire un max de fric. Les téléspectateurs voient donc arriver de nouveaux personnages faits de chair et de sang, mais sans costume en lycra et avec des pouvoirs plus limités que leur modèle BD. Ces nouveaux héros vont se retrouver dotés de super-pouvoirs, mais ceux-ci sont souvent la conséquence d'un malencontreux accident. Leur univers devient très vite séduisant pour le public car intelligemment emballé dans un décorum technico-scientifique qui paraît crédible. Jamais à court d'idées, le studio Universal achète après L'Homme invisible les droits du roman Cyborg de Martin Kaedin paru en 1972. Il raconte l'histoire d'un pilote d'essai nommé Steve Austin. Alors qu'il effectue un vol expérimental, son avion test rencontre un problème et s'écrase. Austin survit miraculeusement au crash, mais perd un bras, 2 jambes et un œil. Sur ordre du gouvernement, des spécialistes en robotique le sauvent en lui greffant des membres bioniques. Le voilà à présent super fort et super rapide. La série L'Homme qui valait 3 milliards démarre dès 1973 et devient rapidement un gros succès. La série dure 5 ans et presque 100 épisodes et fait de Lee Majors une superstar de la télé. Au passage, notons un clin d'œil au père de L'Homme invisible, puisque le docteur qui opère Steve Austin s'appelle Wells. Après ce premier succès inattendu, Universal cherche à dupliquer la recette. Après tout, on a un homme reconstruit grâce au miracle de la technologie, pourquoi on n'en aurait pas un autre issu des progrès scientifiques? Avec toujours cette idée simple mais efficace, des hommes à l'apparence ordinaire dotés de pouvoirs extraordinaires. En 1975, un des cadres exécutifs se souvient que le studio Universal possède toujours les droits du roman L'Homme invisible. Il va voir le grand patron, Frank Price, et lui dit « Et si on adaptait L'Homme invisible en série? On a gagné le gros lot avec Steve Austin, et donc ça pourrait aussi marcher, mais avec un agent expérimenté
espion qui serait invisible. Bonne idée, lui répond Frank Price. Et comme ils ont l'homme providentiel la demeure, Frank Price charge tout naturellement Harve Bennett, le même producteur que L'homme qui valait 3 milliards, d'adapter le roman de Wells en série d'aventures où l'invisibilité remplace la bionique. Et ça commence plutôt bien, puisque le studio désigne encore 2 hommes de talent pour donner vie au projet, Leslie Stevens, scénariste et producteur d'Au-delà du réel, chargé de développer le côté science-fiction. Puis Steven Bochco, scénariste chevronné, qui a travaillé sur de nombreuses séries pour le studio, dont Columbo, et sera ensuite le producteur de séries importantes comme Capitaine Furio et La Loi de Los Angeles. Comme Bennett est fort occupé par le spin-off de L'homme qui valait 3 milliards avec une femme bionique, nommée Super Jamie, et aussi la mini-série Le riche et le pauvre, L'homme invisible se développe avec Stevens et Bochco, Bennett se chargeant de superviser le tout de loin. Précisons bien que la première série, L'homme invisible, s'inspire du roman de Wells, mais n'est pas une adaptation puisque le héros s'en éloigne. Pas question d'avoir un méchant psychotique comme dans le roman, il faut plaire au grand public, et donc il sera un gentil espion au service de l'Amérique. À l'époque, le genre espionnage encore la cote avec le succès de James Bond au cinéma et la série Mission Impossible à la télé. Pour tenir le rôle principal, Bennett choisit l'acteur britannique David McCallum, qui avait connu un grand succès dans les années 60 avec la série d'espionnage des agents très spéciaux de Man from U.N.C.L.E. Il incarne ici le docteur Daniel Westin, un scientifique effectuant des recherches sur la téléportation, jusqu'au jour où il découvre la faculté de devenir invisible. Il teste ses recherches sur lui-même et devient invisible tout en travaillant sur un sérum lui permettant d'inverser le processus. Hélas, Westin découvre que son patron, le vindicatif Walter Carlson, veut utiliser l'invisibilité à des fins militaires. Pire, le scientifique découvre que ses recherches ont été financées par l'armée, ce que lui avait caché Carlson. Westin s'y oppose et détruit le laboratoire, devenant invisible de façon permanente. Blessé lors de sa fuite, il demande l'aide d'un ami chirurgien esthétique. Ce dernier lui crée un masque et des mains en dermaplex, une texture proche de la peau humaine. Pour l'époque, les effets spéciaux étaient assez bluffants. Dans le pilote, le ton est plutôt sombre et le personnage se révèle tragique, pessimiste même. Malgré tout, le public accroche lors de la diffusion le 6 mai 1975 et la chaîne NBC commande une série régulière. Malheureusement, au moment de passer au format série, la chaîne NBC demande des changements. Tout d'abord, elle veut plus de légèreté et remplace l'antipathique Jackie Cooper, qui jouait Carlson dans le pilote, par le rassurant Craig Stevens dans la série. Ensuite, les conflits avec Westin disparaissent au profit d'une ambiance familiale un peu cucul à praline, avec le gentil couple campé par Daniel et Kate Westin. Très bon doublage de Philippe Auguste et Claude Chantal. Entendu. Walter nous demande à son bureau. Qui? Carlson. Rappelle-le. Dis-lui qu'on ira plus tard. Enfin, et c'est le plus triste, ce qui devait être une série d'aventures intrigantes autour de l'invisibilité se transforme subitement en comédie d'espionnage assez bancale. Peu familier du genre science-fiction et surtout peu inspiré, les scénaristes restent dans le genre balisé du policier matiné d'espionnage. Chaque semaine, le spectateur découvre sans surprise des scénarios centrés sur des méchants à la James Bond ou un terroriste international à arrêter. Plus embêtant, le thème de l'invisibilité n'est pas bien exploité selon un des producteurs, qui explique « La série était conçue d'une façon plutôt curieuse. Dès que Daniel Westin enlevait son masque, une grande partie de l'effet escompté tombait à plat. Le concept de la série n'était pas vraiment opérationnel. Gamin, je me souviens que les scènes où on le voyait à moitié visible étaient assez marrantes. Pour moi, c'est comme s'il avait été coupé en deux, mais vivait toujours. Mais je trouvais étrange quand il enlevait son masque, car je me demandais où il était passé, puisqu'on ne le voyait plus. Rallumez la lumière, on a perdu le héros. Cela dit, le couple Daniel et Kate Westin était très sympathique, tout comme la musique du générique composée par le père de la Panthère Rose, Henry Mancini. Ensuite, les thèmes musicaux de Pete Rugolo et Richard Clemens apportaient une petite touche de mystère bienvenue pour une série qui en manquait cruellement. Hélas, les effets spéciaux prennent beaucoup de temps à tourner, ils nécessitent jusqu'à 75 prises de vue avant d'avoir le résultat souhaité, ce qui épuise les acteurs. Pire, ils plombent le budget car il coûte très cher. Du coup, la production run sur le reste et on se retrouve avec des intrigues en huis clos, dans des décors restreints, ce qui donne un côté assez fauché. Le principal reproche qu'on peut faire à cette série, c'est qu'elle manque d'une vision d'ensemble et utilise beaucoup trop la vision subjective de l'homme invisible. Ensuite, ses aventures évoluent à un rythme assez lent, parfois soporifique. Déconcerté par un personnage par qui il ne se sent pas émotionnellement impliqué puisqu'il ne le voit pas, le public américain déserte et les audiences s'effondrent. La chaîne NBC annule la série en février 1976 après avoir diffusé 12 épisodes sur les 13 tournés. Ironie du sort, Daniel Westin devient invisible pour toujours.
Très curieusement, NBC croit encore au concept malgré cet échec. Les cadres se disent, si ça n'a pas marché, c'est qu'il fallait le faire autrement. On va ajouter plus d'action, faire quelque chose d'high-tech, prendre un acteur plus dynamique et faire une série d'aventures comme L'homme qui valait 3 milliards. La chaîne de télé redemande à Universal et à Harve Bennett de s'en occuper. En coulisses, il faut faire très vite. Nous sommes en février 1976 et le nouveau pilote doit être prêt à être diffusé en mai. Toujours très occupé par les séries Bionic et la mini-série Le riche et le pauvre qui font des cartons d'audience, Harve Bennett charge Leslie Stevens de développer le nouveau concept. Il crée ainsi le personnage de Sam Casey, un plongeur travaillant pour une organisation privée nommée Intersect. Dans le pilote, Casey doit récupérer un satellite soviétique échoué dans les eaux américaines, mais ce dernier a été saboté et explose. Casey échappe de peu à la mort, mais les radiations de la sonde ont altéré la structure moléculaire de son corps et le voilà invisible. Comme dans L'homme qui valait 3 milliards, on retrouve un accident imprévu qui va faire d'un homme ordinaire un espion extraordinaire. Au passage, on se dit que les soviétiques ont vraiment loupé le coche. S'ils avaient su ça, ils auraient eu leur propre homme invisible avec faucille et marteau. Évidemment, l'oncle Sam mouche tout le monde et le premier homme invisible sera américain. Pour incarner Sam Casey, Universal engage Ben Murphy, un acteur sous contrat avec le studio. 5 ans plus tôt, il avait connu le succès dans une série western nommée Opération Danger, librement inspirée du film Butch Cassidy et le Kid. Murphy a du charisme et dégage quelque chose d'immédiatement sympathique, à la fois plein d'humour et un peu rebelle. En plus, il a un sourire irrésistible et un côté naturellement cool. Pour mieux souligner l'invisibilité, Leslie Stevens propose une idée assez originale avec une montre à cristaux liquides. L'idée d'une montre digitale était un super gimmick pour l'époque car ce type de montre n'était pas encore très répandu et donnait un côté à la pointe de la technologie. Celle-ci permet au nouvel homme invisible de contrôler son statut. Sam Casey peut ainsi décider quand il devient visible et invisible en pressant simplement le bouton de sa montre. D'où le titre Gemini Man, intraduisible en français, une référence peut-être au signe Gémeaux pour indiquer la dualité de son statut, visible et invisible à volonté en l'occurrence. Bonne idée la montre car ça coûte moins cher en effets spéciaux et c'est une alternative high-tech facile à mettre en place au montage. On filme l'acteur, puis on filme le vide, on coupe et on raccorte, on ajoute le son du bip de la montre et le voilà visible et invisible à volonté. Un bip de montre dont le générique abusera d'ailleurs beaucoup trop. Stevens ajoute encore un élément de danger pour le héros, s'il se rend invisible plus de 15 minutes par jour, il mourra. Et puis Sam Casey pouvait compter sur le soutien de la belle scientifique, le docteur Abby Lawrence, incarné par l'actrice Catherine Crawford, qui était à la ville Madame Frank Price, le directeur d'Universal. Très bien doublé en français par Michel André. Abby crée donc un stabilisateur moléculaire permettant, via la montre, à Sam de se rendre visible. À son poignet, elle a une autre montre où elle peut voir si Sam dépasse ou pas les fameuses 15 minutes quotidiennes. Si cela vous paraît totalement débile, il faut vous replacer dans le contexte des années 70 où l'imagination était débridée malgré des moyens limités. Une fois mises en place les bases de la nouvelle série, Universal tourne un nouveau pilote d'1h35. Diffusé le 10 mai 1976, soit un an après celui avec McCallum, Gemini Man rencontre un succès suffisant pour que NBC commande une nouvelle série pour la rentrée. Notons que le bip de la montre est absent dans cette première aventure et sera rajouté ensuite dans la série hebdomadaire. À la différence de Daniel Westin, Sam Casey n'est pas un scientifique. C'est un homme d'action avec un côté aventurier sans attache. Avec McCallum, c'était l'intellect et la réflexion. Avec Murphy, c'est au feeling, car l'agent est à la fois impulsif et immature, un peu Beach Boy. Sam Casey travaille comme espion dans un QG avec des ordinateurs faisant plein de petits bruits bizarres et marrants. That's it? Leonard, it was just getting interesting. Yes, being around a girls' swimming team would be interesting for an invisible man. Il a un patron, Leonard Driscoll, campé par le charismatique William Sylvester, vu dans 2001 Odyssée de l'espace et L'homme qui valait 3 milliards, et doublé en français par Raymond Loyer, la voix française de John Wayne. Driscoll lui demande de remplir toutes sortes de missions à haut risque où plane le danger permanent de dépasser les 15 minutes fatidiques et mourir. Driscoll représente une figure paternelle bienveillante, assez similaire à celle d'Oscar Goldman dans L'homme qui valait 3 milliards. Gemini Man reprend d'ailleurs par moments certains traits de L'homme qui valait 3 milliards, puisque Sam n'accepte pas toujours les missions qui lui sont confiées. Ça a l'air très sympathique. Je crois que je n'aimerais pas être celui qui va lui poser des questions. C'est ennuyeux parce que ce sera vous. Ah non. Pourquoi ce serait moi? Il n'en est pas question. Ça n'a jamais été mon rôle de séduire des jeunes filles à qui l'on va faire un lavage de cerveau. Gardez plutôt ça pour un autre.
Si sa voix vous dit quelque chose, c'est normal puisque c'est Yves-Marie Morin qui doublera ensuite David Hasselhoff dans K2000 et Alerte à Malibu. Sam doit ainsi protéger une nageuse détenant des secrets scientifiques ou encore ramener à l'ouest une savante américaine. Et même combattre un double maléfique de lui-même qui, dans la version originale, a un accent cockney et lance des étoiles comme les ninjas. Ses ennemis étaient souvent des vilains agents soviétiques, ben oui, c'était encore la guerre froide. Oh, on ne connaît jamais les vraies motivations des méchants, ils sont méchants car ils sont méchants comme à la cour de récré. L'essentiel de l'action se concentre sur Sam Casey et ses exploits. Bon, c'est vrai que les effets spéciaux pouvaient être bien, comme ici. Mais là, le technicien qui tenait les fils de nylon avait visiblement bu un coup de trop. Et sans doute par manque de temps et de moyens, la série cédait parfois à la facilité. Mais il y avait de chouettes moments musicaux avec les thèmes inoubliables de Lee Aldrich. Encore ici, où il reprend le thème du générique dans Train de nuit avec le mignon petit chien. Et Sam se retrouvait presque dans des intrigues à la Agatha Christie avec une vieille dame aveugle. Ah, il est chouette Sam, hein. Il aime les vieux, les enfants et les chiens. Bref, on suivait des intrigues d'aventure et d'espionnage classiques comme dans L'homme qui valait 3 milliards. En fait, il y avait très peu de science-fiction puisque le seul épisode un peu SF reste le Minotaure où un scientifique, furieux d'avoir été viré par Intersect, crée un gros robot surnommé le Minotaure en référence à la mythologie grecque. Le robot détruit tout sur son passage pour bien foutre les boules au gouvernement américain. Marrant ce robot, on dirait une grosse machine à laver mais agaçant à la longue en faisant des bruits stridents et avec une voix de crécelle. On se demande pourquoi l'armée n'a pas envoyé un char pour le faire exploser et puis c'était réglé. Mais bon, on avait le plaisir de revoir Ross Martin, déjà vu en méchant dans L'homme invisible avec McCallum, et ici dans un rôle bien différent du sympathique Artemus Gordon qu'il jouait dans Les Mystères de l'Ouest. Il y avait encore d'autres seconds rôles connus ou en passe de l'être comme Dana Elkar, avant MacGyver, Paul Shenar, acteur bien connu de plein de séries à l'époque, Alan Oppenheimer, le deuxième Dr. Rudy Wells dans L'homme qui valait 3 milliards, Herbert Jefferson Jr., vu dans Le riche et le pauvre, puis dans le rôle de Boomer dans Battlestar Galactica 1978, et encore Henry Darrow, qui était le chirurgien dans le pilote avec David McCallum, et qui joue ici un méchant, histoire de varier les plaisirs, Ed Nelson, habitué au rôle de crapule de service, et même Kim Basinger à ses tout débuts. Elle est toute mimi, Kim. Et là, c'est à nouveau le flop. Lancé le jeudi soir à 20h le 23 septembre 1976, sur NBC, Gemini Man disparaît de l'antenne très rapidement. Le 28 octobre, après seulement 5 semaines, la chaîne retire la prise avec l'épisode Cours vite Sam. Une histoire où Sam Casey se retrouve accusé d'un crime qu'il n'a pas commis dans une intrigue pompée aux fugitifs. Les audiences sont désastreuses puisque la série se retrouve à la 82e place des 100 programmes les plus regardés. Autant dire que personne ou presque ne regarde cette nouvelle mouture qui devient tout aussi invisible que la première série. Au total, NBC ne diffusera que 5 épisodes sur les 13 tournés et montés. En Europe par contre, nous aurons la chance de voir tous les épisodes à partir de 1977 dans Samedi est à vous, la mythique émission de TF1. Chez nous, la série sera un grand succès dès sa diffusion et sera encore souvent choisie par les spectateurs à la fin des années 80 quand elle sera rediffusée dans La Une est à vous, émission de Bernard Montiel, toujours le samedi après-midi. On a l'impression que la série compte beaucoup d'épisodes, mais c'est parce qu'elle a souvent été rediffusée. Malgré le fait que les intrigues n'étaient pas très variées, elle est restée dans les mémoires pour son rythme entraînant et la montre du héros. En son temps, c'était très sympa et puis il y avait aussi des scénarios plus intéressants sur la fin
avec des histoires à résonance politique plutôt inhabituelles comme Le Dissident et Le Retour du Lion. Il y avait quelque chose qui donnait de belles émotions pour les gamins de l'époque, c'était le rêve que tout était possible grâce à la technologie en constante évolution. Après ces deux échecs, on ne reverra plus L'Homme Invisible à la télévision américaine avant 2000. En 1984, les Anglais ont réalisé une version fidèle au roman de Wells sous forme de 6 épisodes de 26 minutes diffusés sur la BBC, mais avec un look plutôt théâtral. En 1992, il y a le film Les Aventures d'un Homme Invisible de l'immense réalisateur John Carpenter avec le comique Chevy Chase. Tourné comme une comédie, le film sera un échec au box-office. À la télévision, il faut attendre l'an 2000 pour que Sci-Fi Channel, une chaîne du câble aux États-Unis, relance ce concept avec la série Invisible Man, mettant Vincent Ventresca et Paul Ben-Victor en vedette. Cette série d'action a priori classique reste intéressante car elle s'éloigne du roman de Wells, mais le rejoint en même temps car le bien et le mal coexistent au sein du héros. En effet, Damien Fawkes, le personnage principal, est un cambrioleur accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, oui encore, et se retrouve condamné à perpétuité. Il passe à un marché avec le gouvernement, en échange de sa liberté, il accepte de servir de Kobe et subit une opération où on lui implante une glande appelée morphogivre. Celle-ci courbe la lumière et lui permet de devenir invisible. En échange, Damien doit remplir des missions d'espionnage pour le gouvernement. Mais la glande morphogivre a été sabotée, et si Damien ne reçoit pas un sérum dans un temps imparti, il sombre dans la folie. Le sérum permet donc de le ramener à la raison, mais aussi au gouvernement de le garder sous contrôle. Plusieurs épisodes le montrent en mode négatif, et c'est assez flippant. L'aspect négatif du personnage est bien trouvé, et fait directement écho au film Hollow Man de Paul Verhoeven, sorti aussi en 2000, et ayant très bien marché au box-office. Bien sûr, la série ne peut pas se permettre les excès à la fois sadiques et gore du film, mais s'en inspire avec les mêmes effets spéciaux, où on voit cette couche de miroir qui recouvre le personnage, qui rappelle un peu le robot de Terminator 2. Malgré une bonne audience, ces effets spéciaux restent chers. Au final, ce ne sera pas le public qui aura raison de la série, mais des conflits internes entre la maison de production USA Network et la chaîne Sci-Fi. Hyman s'arrête net après 2 saisons 46 épisodes, depuis lors plus rien, sauf au cinéma en 2020 avec le film Invisible Man, un thriller horrifique bien réalisé avec Elisabeth Moss. Alors, pourquoi le nouvel Homme Invisible a bidé ? Dans ce qui suit, je ne vais aborder que celle avec Sam Casey, Ben Murphy, Jemana Hyman, car sans doute comme vous, c'est celle que je retiens, surtout pour le gadget, la montre. Alors tout d'abord, le problème réside au niveau de l'écriture. À cette époque, il faut savoir que la plupart des scénaristes de la télé américaine, au milieu des années 70, ils étaient habitués à écrire pour faire du drame, du policier, du western, la comédie et de l'espionnage. D'ailleurs, on le voit dans l'épisode Train de nuit, où Sam est à cheval avec le petit chien qui le suit, c'est une référence claire à l'univers du western, et la plupart d'ailleurs de ces aventures tournent d'ailleurs autour de l'espionnage et du policier. Alors plutôt que de développer le côté science-fiction, les scénaristes ont préféré le tirer à eux et à s'en servir un peu comme vague toile de fond en mettant en premier plan du drame, du policier et de l'espionnage. Et ça se confirmera l'année suivante en 1977-78 puisque 3 séries à résonance SF vont toutes bider au terme d'une dizaine d'épisodes: L'Homme de l'Atlantide, L'Âge de Cristal et Le Voyage extraordinaire. Maintenant, il n'est pas sûr que si Jemana Hyman avait plus développé la SF, cela aurait été réussi, parce qu'on le voit avec le Minotaur qui se révèle assez indigeste et lourd. Au passage, on se demande d'ailleurs qui copie qui, car 1 mois après sa diffusion, L'Homme qui valait 3 milliards développe un scénario similaire dans l'épisode Pour la vie d'Oscar, en 3 parties, où on a de nouveau un savant fou viré de l'OSI qui se vengeait en créant les fameuses fembots, plus fortes encore que Steve Austin et Jamie Sommers. Et pourtant, ce ne sont pas les mêmes scénaristes, mais par contre c'est bien le même producteur, Harve Bennett. Bref, vous imaginez Sam Casey face à des extraterrestres ou à des monstres venus de l'espace, cela aurait sans doute vite tourné au ridicule avec des maquillages douteux et des costumes en latex. L'Homme qui valait 3 milliards s'y est risqué et ce n'était pas toujours réussi ni du meilleur goût. Donc on avait peu de scénaristes habitués à écrire de la SF. Oui, mais il y avait Leslie Stevens, le créateur d'au-delà du réel, qui lui connaissait ce genre, me direz-vous. Oui, mais non. Dans l'excellent bouquin de science-fiction, d'ailleurs que je vous recommande ici, il dit « Depuis le début, je savais que l'invisibilité était une idée qui craignait. J'ai fait remarquer aux dirigeants d'Universal que le fait de disparaître était un moyen lâche pour le héros de régler les problèmes. C'était comme si une pieuvre se cachait sous un nuage d'encre. Le roman d'H.G. Wells était génial, mais depuis, la visibilité
est à chier. Alors au-delà de ces propos fleuris, comment voulez-vous que ça marche si à la base le scénariste et producteur n'y croit pas lui-même. Ensuite, je vous le disais, les scénaristes ne sont pas foulés, mais là, si on en croit Steven de Souza, désigné comme story editor, c'est encore plus navrant sur Gemini Man. Voici ce qu'il dit, et cela provient aussi de ce même bouquin. En tant que story editor, je savais que les scripts étaient recyclés, ils avaient barré les noms sur les scripts de L'Homme Invisible avec McCallum et les avaient tout simplement remplacés par le titre Gemini Man. Alors un story editor, c'est un rouage essentiel sur une série télé, car c'est lui qui développe des idées de scénario avec l'équipe de scénaristes, il la dirige aussi sur des épisodes clés ou sur développement de plusieurs arcs narratifs, c'est aussi lui qui détermine la direction que va prendre la série et effectue si nécessaire des réécritures sur des scénarios terminés. Bref, il collabore encore de près avec les producteurs exécutifs au-dessus de lui et les divers responsables de départements, costumes et compagnie pour partager la même vision de la série. Alors de Souza est peut-être un nom qui vous dit quelque chose et pour cause, il a quand même fait une belle carrière. À l'époque de Gemini Man, il avait déjà écrit 12 épisodes de L'Homme qui valait 3 milliards, puis il a travaillé ensuite sur K2000 et V, mais surtout c'est lui qui signera les scénarios des films 48 heures avec Nick Nolte, Piège de cristal avec Bruce Willis et encore Commando et Running Man pour Schwarzenegger. En 1994, il a réalisé l'adaptation cinéma du jeu vidéo Street Fighter avec notre Jean-Claude Van Damme national. Oui, c'était pas vraiment réussi, hein, une fois. Et il signera encore le scénario de Judge Dredd, un nanar spatial avec Stallone. Bon, cela dit, son CV reste impressionnant et donc de Souza mérite quand même le respect. Alors ensuite, il faut dire qu'Universal a été très paresseuse avec Gemini Man, car le studio a été jusqu'à demander au scénariste James D. Parriott de faire tout simplement un copier-coller de l'épisode Sosie bionique de Super Jamie, ce qui a abouti à l'épisode Sam Casey, où Sam se retrouve face à un sosie maléfique de lui-même. Hélas, pas de bol, car le 7 octobre 1976, la chaîne ABC, qui diffusait Super Jamie, a rediffusé Sosie bionique, soit la veille de l'épisode de Gemini Man avec les deux Sam. Et donc le lendemain, les spectateurs revoyaient exactement le même scénario, mais avec des acteurs différents et sur deux chaînes concurrentes. Alors vous imaginez bien que les réactions ne se sont pas fait attendre, car de nombreux spectateurs étaient vraiment furax. Alors plusieurs d'entre eux ont écrit à Universal et NBC pour se plaindre, et en leur disant « Mais quoi, vous nous prenez pour des crétins allez vous faire foutre, hein, on va pas plus regarder cette série, quoi. » Donc du coup, c'était plutôt mal barré en termes de promo et pour gagner des spectateurs. Enfin, Gemini Man a été mal programmé aux États-Unis jeudi soir à 20h en face de deux sitcoms très populaires qui ne sont pas connus chez nous, et donc du coup, elle ne faisait pas vraiment le poids, quoi. Donc tous ces éléments expliquent le flop. D'ailleurs, quand Gemini Man s'est planté, un producteur associé, Richard Milton, a conclu en disant The Gemini Man était une série plus orientée vers l'action et l'aventure, mais elle non plus n'allait nulle part. Et d'ailleurs, c'est le problème des studios de l'époque qui cherchaient à se faire du fric facile en lançant à la va-vite des séries au concept un peu foireux et sans réelle ligne directrice derrière. Alors pourtant, les exécutifs des studios et des chaînes de télé avaient confiance dans le concept de l'invisibilité. C'est pour ça qu'ils ont commandé deux séries différentes basées sur l'invisibilité en très peu de temps, parce que refaire deux fois une série sur le même thème, c'était assez rare dans l'histoire de la télé, et surtout à cette époque. Enfin, c'est également important de le souligner, dans les années 70, la SF n'était pas vraiment la tasse de thé des exécutifs des studios, toujours à en croire Steven de Souza, qui explique l'échec comme suit. Ça arrive souvent avec les séries de science-fiction, elles ne sont pas très aimées des exécutifs de studios et sont généralement perçues comme infantiles. Ce qu'on se dit, c'est « ouais, c'est juste pour les gamins ». Alors vous avez affaire à des exécutifs qui sont méprisants ou indifférents parce que c'est de la science-fiction, ils pensent que l'histoire n'a pas besoin d'avoir beaucoup de sens. Ici, dans le cadre de Gemini Man, il essaie de dupliquer L'Homme qui valait 3 milliards, mais sans donner les moyens financiers ni scénaristiques pour faire quelque chose de plus original. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Moi, je trouve que le concept de la bionique est plus alléchant que l'invisibilité. Alors, un dernier mot sur les acteurs principaux, McCallum et Murphy, durant le tournage. Donc sur le tournage de L'Homme Invisible, McCallum était très impliqué, gentil, attentionné avec les autres acteurs et l'équipe technique, tandis que Ben Murphy, lui, il était plutôt un but de lui-même et il était assez compliqué à gérer au quotidien selon le producteur Richard Milton, qui l'a qualifié d'impossible. Alors au final, qu'est-ce qui reste de L'Homme Invisible et Gemini Man ?
pas grand-chose à part un côté un peu kitsch et surtout culte vu le faible nombre d'épisodes. C'est des séries plutôt sympathiques, plutôt familiales, avec la violence légère et fun, avec un minimum de danger, hein, pas un danger trop grave, hein. C'était l'époque des séries à la fois simples et naïves, on était bien divertis, on passait un bon moment, et puis voilà. Bon, sur ce, je vais essayer de régler mon stabilisateur moléculaire parce que ça ne marche toujours pas. Merci et à la prochaine.